J'ai souri et demandé, quel est le code vestimentaire pour ton mariage? Ma belle-fille a levé les yeux de son téléphone, a laissé échapper un petit rire et a dit. Tu n'en as pas besoin. J'ai froncé les sourcils, pensant qu'elle plaisantait. Puis elle a ajouté, tu n'es pas invité. Quelqu'un à table a reniflé. Quelqu'un d'autre a gloussé. Pire encore, personne n'avait l'air surpris. Mon mari a fixé sa purée de pommes de terre comme si elle nécessitait soudainement toute son attention. J'ai souri parce que je savais que si j'ouvrais la bouche, j'allais pleurer. C'était en octobre dernier, dans notre restaurant italien préféré sur Main Street à Carmel, dans l'Indiana. Moins de 24 heures plus tôt, j'avais payé 11 200 $ pour la robe de mariée de rêve d'Olivia. C'est drôle comment la vie fonctionne. Parfois. Le reçu est encore chaud dans votre sac à main quand quelqu'un vous rappelle exactement quelle est votre place. Les gens me demandent tout le temps pourquoi je suis resté si calme. La vérité, c'est que je n'étais pas calme. J'avais 56 ans, assise en face d'une famille dont j'avais passé 8 ans à essayer de faire partie. Et pendant une longue seconde, je ne pouvais honnêtement plus respirer. Mais j'ai appris quelque chose après avoir perdu mon premier mari d'un cancer du pancréas. Toutes les batailles ne se gagnent pas en parlant le premier. Parfois, on survit en ne disant rien du tout. Je m'appelle Claire Bennett. Avant d'épouser Marc, j'avais passé près de 14 ans seul. Mon premier mari, David, et moi avions été mariés pendant 22 ans. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas glamour. Nous étions le genre de couple qui se disputait pour savoir à qui le tour d'acheter des graines pour les oiseaux et qui considérait qu'aller chez Costco était un samedi amusant. Quand David est mort, la moitié des couleurs a disparu de mon monde. J'ai vendu la maison que nous partagions, j'ai déménagé dans un appartement plus petit à Carmel. J'ai investi les bénéfices avec soin et j'ai finalement pris ma retraite de mon poste de conseillère d'orientation au lycée. La vie est devenue plus calme, pas plus heureuse, juste plus calme. Puis j'ai rencontré Marc. Il possédait une petite entreprise de chauffage et de climatisation en dehors d'Indianapolis. Il était gentil, patient, il riait avec tout son visage. Plus important encore. Il comprenait le deuil parce qu'il avait enterré sa femme des années auparavant. Aucun de nous ne cherchait de feu d'artifice. Nous cherchions la paix. Quand nous nous sommes mariés, je ne m'attendais pas à ce que sa fille Olivia m'appelle maman. Ce n'était pas ma place. Sa mère méritait ce titre pour toujours. J'espérais seulement qu'un jour elle me considérerait comme sa famille. En y repensant, j'ai peut-être confondu générosité et appartenance. Chaque fois qu'Olivia avait besoin d'aide, j'étais là. La remise de son diplôme universitaire. J'ai conduit pendant 3 heures avec des lasagnes faites maison parce qu'elle avait mentionné que la vraie nourriture lui manquait. Son premier appartement. J'ai passé un week-end entier à assembler des meubles IKEA pendant qu'elle riait chaque fois que je prononçais mal les noms suédois. Son premier véritable entretien. Nous avons pratiqué les questions autour d'un café chez Panera jusqu'à ce qu'elle arrête enfin de dire beuh à chaque phrase. Quand elle a pleuré après sa première rupture sérieuse, elle m'a appelé, pas son père, moi. J'y suis allé en voiture avec des biscuits aux pépites de chocolat qui étaient encore chauds. Tout droit sorti du four. Ces souvenirs comptaient pour moi. Apparemment, pas pour elle. Environ 10 mois avant le mariage, Olivia a annoncé ses fiançailles avec Ryan Cooper. Ryan était exactement le genre de jeune homme que chaque parent espère que son enfant trouvera. Posé, respectueux, ingénieur civil. Le genre de garçon qui tenait toujours les portes ouvertes parce qu'il ne lui venait jamais à l'esprit de ne pas le faire. Leurs projets de mariage ont commencé de manière raisonnable. Puis les réseaux sociaux s'en sont mêlés. Soudain, chaque conversation incluait des mots comme luxe, pièce maîtresse et esthétique unique dans une vie. La liste des invités a doublé, les fleurs ont doublé, le budget a triplé. Un soir, après le départ d'Olivia de notre maison, j'ai trouvé Marc assis seul sur la terrasse arrière. Il regardait fixement une feuille de calcul sur son ordinateur portable. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Il l'a fermé si vite que cela m'a presque fait rire.
Des affaires de travail? Tu dis des affaires de travail depuis des semaines. Il s'est frotté le front. L'entreprise a eu une année lente. À quel point? Il s'est forcé à sourire. Je m'en occupe. C'est devenu sa phrase préférée. Je m'en occupe. Je l'ai cru. Pas parce que j'étais naïve. Parce qu'après 8 ans de mariage, j'avais confiance en lui. Quelques semaines plus tard, j'ai accidentellement surpris Marc au téléphone dans le garage. Non, j'ai besoin d'un autre moi. Silence. J'ai dit, un autre moi. Quand il est rentré, j'ai demandé si tout allait bien. Il a embrassé mon front. Juste un problème de trésorerie. C'était tout. Je n'ai pas insisté. Son compte professionnel avait toujours été séparé des finances de notre ménage. Il avait insisté là-dessus dès le début. Le travail reste au travail, disait-il toujours. Cela ne m'a jamais dérangé, jusqu'à ce que ce soit le cas. Le premier indice est venu de la fleuriste du mariage. Elle a appelé pendant que je faisais les courses chez Crochet. Je déteste vous déranger, a-t-elle dit. Nous n'avons toujours pas reçu le deuxième paiement. J'ai répondu, je pense que vous avez le mauvais numéro. Non, Madame Bennett. Monsieur Bennett nous a dit de vous contacter en cas de problème. Je suis resté là, entre les pommes et les citrouilles, sentant mon estomac se nouer. Quand je suis rentré à la maison, Marc a avoué la vérité. Les affaires n'étaient pas seulement lentes. Plusieurs clients commerciaux avaient retardé leur paiement, laissant l'entreprise à court de liquidités. Je vais rattraper le retard, a-t-il promis. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Et pour le mariage d'Olivia? Il a soupiré. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Moi non plus. Alors, j'ai discrètement payé la fleuriste, puis le photographe. Puis la compte pour le dîner de répétition. À chaque fois, je me disais que c'était temporaire. Marc me rembourserait une fois que les choses s'amélioreraient. Après tout, il ne s'agissait pas vraiment d'argent. Il s'agissait d'aider la famille. Le plus gros achat a eu lieu 3 semaines avant ce dîner. Olivia a trouvé une robe sur mesure dans une boutique exclusive du centre-ville d'Indianapolis. Elle était absolument radieuse. Même Hélène Porter, la propriétaire de la boutique, a essuyé une larme. Olivia a virevolté devant le miroir. C'est la bonne. Puis la réalité est arrivée. Le total s'élevait à $11,200. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Marc a perdu toutes ses couleurs. Ryan avait l'air mal à l'aise. Le sourire d'Olivia s'est effacé. Sans réfléchir, j'ai plongé la main dans mon sac. Je m'en occupe. Olivia a jeté ses bras autour de moi si fort que je pouvais à peine respirer. Merci. C'était probablement le câlin le plus chaleureux qu'elle m'ait jamais donné. Je me souviens avoir pensé. C'est peut-être ça. C'est peut-être le moment où elle me considère enfin comme sa famille. Hélène m'a accompagné à la caisse ensuite, discrètement à l'écart des autres. Vous faites une chose très généreuse, a-t-elle dit. Je l'espère. Elle m'a regardé un long moment avant de me tendre le contrat. Gardez cette copie, et si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous m'appelez directement. Je l'ai glissé dans mon sac à main sans lire chaque page. J'aurais dû le faire. Le lendemain soir, j'ai posé une question simple. Que devrais-je porter pour le mariage? Olivia a ri. Tu n'en as pas besoin. J'ai souri poliment. Comment ça? Elle s'est adossée à sa chaise et a haussé les épaules. Tu n'es pas invité. Personne ne l'a corrigé. Personne n'avait l'air choqué. Marc s'est raclé la gorge. Ne rendons pas cette soirée gênante. Cette phrase a fait presque aussi mal que celle d'Olivia. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main, j'ai dit à tout le monde de profiter du dessert. Puis je suis sorti dans la fraîche nuit de l'Indiana. Je suis resté assise dans ma voiture pendant près de 15 minutes. J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. À 3 reprises, j'ai pris mon téléphone pour appeler Olivia. À 3 reprises, je l'ai reposé. Finalement, j'ai trouvé le numéro d'Hélène. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Claire?
Je ne pouvais pas parler. Elle a attendu. Puis elle a demandé doucement, « Êtes-vous absolument sûr ?» J'ai fermé les yeux. Oui. Il y a eu un autre long silence. Puis Hélène a simplement dit, « Très bien. » Le lendemain matin. Elle a commencé à suivre le contrat de la boutique exactement comme il était écrit. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix d'Olivia. Tu n'en as pas besoin. Pas parce qu'elle ne m'avait pas invité. Cette partie faisait mal, bien sûr. Mais ce qui tournait en boucle, c'était à quel point cela semblait naturel. Il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité, aucune gêne. Elle ne s'était pas emportée sous le coup de la colère. Elle m'avait simplement dit quelle était ma place, en dehors de la famille. Vers 5h30 le lendemain matin, j'ai renoncé à dormir. J'ai mis un pull et j'ai conduit jusqu'à Grey Road Coffee. La jeune femme derrière le comptoir a souri. Comme d'habitude, Claire. J'ai souri en retour, s'il vous plaît. Elle m'a tendu mon grand café corsé et un de ses petits muffins aux myrtilles qui, curieusement, ont toujours meilleur goût les matins difficiles. Tout va bien? J'ai failli rire. N'est-ce pas drôle? Parfois. Des étrangers posent la question que les personnes les plus proches de vous ne pensent jamais à poser. Je m'en remets, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Peut-être qu'elle comprenait. Quand je suis rentré à la maison, Marc était déjà habillé pour le travail. Il a embrassé ma joue comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Tu es parti assez vite hier soir. C'est vrai. Il s'est versé du café. Olivia était juste stressée. Je l'ai regardé fixement. C'est comme ça qu'on appelle ça? Il a soupiré. Tu sais comment sont les mariages? Non, ai-je dit doucement. En fait, je ne sais pas. Il avait l'air mal à l'aise. Je lui parlerai. Quand? Il a haussé les épaules. Bientôt. Ce mot m'a irrité presque autant que la nuit précédente. Bientôt. Plus tard. Éventuellement. Des mots que les gens utilisent quand ils n'ont aucune intention de faire quoi que ce soit. Marc a pris son gobelet de voyage. Je t'aime. Je sais. Il a attendu, s'attendant probablement à ce que je lui réponde la même chose. Au lieu de cela, je l'ai regardé partir par la porte du garage. La maison est devenue merveilleusement calme. Vers 9h, mon téléphone a sonné. Hélène, bonjour. Claire. J'ai réfléchi toute la nuit. Je me suis dit que je ne voulais pas faire quelque chose que je regretterais. Vous voulez dire annuler la robe? J'ai hésité. Je ne sais même pas exactement ce que je fais. Hélène est restée silencieuse un moment. Puis elle est passée au ton calme et factuel de quelqu'un qui a passé 30 ans à expliquer des contrats à des mariées émotives. Claire, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je vous écoute. La robe n'a pas été livrée. Je sais. Elle n'a pas non plus été légalement transférée de propriété. J'ai froncé les sourcils. Je l'ai payée. Vous avez payé le prix d'achat. Ce n'est pas la même chose? Pas encore. Elle m'a expliqué que chaque robe sur mesure dans sa boutique suivait le même accord. Avant de la récupérer, la mariée devait assister au dernier essayage, approuver les retouches, signer les documents d'acceptation et finaliser la livraison. Tant que cela n'était pas fait, la robe restait légalement la propriété de la boutique. Si une cliente change d'avis avant la livraison, a dit Hélène, le contrat nous dit exactement comment gérer cela. Donc, je ne retire rien à Olivia. Non, la voix d'Hélène s'est adoucie. Vous choisissez simplement de ne pas finaliser un achat. J'ai laissé cela faire son chemin. Il y avait une différence surprenante. L'un ressemblait à une vengeance. L'autre ressemblait à une limite. Je me sens toujours très mal. Je m'inquiéterais si ce n'était pas le cas. Pendant les 3 jours suivants, j'ai continué à attendre que quelqu'un appelle. Olivia ne l'a pas fait. Marc non plus. Personne ne s'est excusé. La vie a simplement continué. Du moins pour eux.
Pour moi, quelque chose avait discrètement changé. Pendant des années, chaque fois qu'il y avait un problème, je le résolvais sans qu'on me le demande. Sans m'attendre à de la reconnaissance. Maintenant, j'arrêtais. C'était tout. Quand la fleuriste a envoyé un email pour demander le solde restant, je n'ai pas répondu. Quand la société de transport a appelé concernant les navettes, j'ai laissé le message sur la boîte vocale. Quand la maquilleuse a envoyé un email pour demander ou envoyer la facture finale, je l'ai archivé. Non par rancune, mais parce que pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas mes responsabilités. Elles ne l'avaient jamais été. Au lieu de passer mes après-midi à régler les problèmes de mariage, j'ai commencé à faire des choses que j'avais oublié d'apprécier. J'ai retrouvé mon amie Linda pour déjeuner chez Muldoonès. Nous avions enseigné dans le même district scolaire pendant près de 20 ans. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Tu as l'air différente. Pire? Elle a souri. Non, plus légère. J'ai ri. J'ai pleuré dans un parking il y a 2 jours. Donc, ça ne crie pas exactement la légèreté. Linda a remué son thé glacé. Parfois, les gens ont l'air plus légers parce qu'ils ont enfin posé un fardeau lourd. J'ai réfléchi à cela tout l'après-midi. La semaine suivante, Marc est rentré à la maison inhabituellement joyeux. Je pense que nous avons enfin un répit avec les affaires et le mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Tout semble rentrer dans l'ordre. J'ai failli demander comment il le savait. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. Il croyait toujours que tout s'arrangeait par magie. Quelqu'un payait toujours. Quelqu'un réparait toujours. Ce quelqu'un, cela avait généralement été moi. Le vendredi matin a apporté un autre email, cette fois de l'organisatrice du mariage. Objet du message, résumé mis à jour des paiements des fournisseurs. Normalement, je l'aurais ouvert immédiatement. Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti. C'était l'un de ces matins d'automne parfaits de l'Indiana. Les érables avaient commencé à changer de couleur. Un voisin promenait son Golden Retriever. Quelqu'un plus bas dans la rue soufflait des feuilles. Une vie ordinaire, paisible. J'ai réalisé que j'avais passé près d'1 an à penser au centre de table, au plan de table, au dîner de répétition, au sac de bienvenue et aux couleurs florales. Aucune de ces choses ne m'avait jamais appartenu. Je suis rentré à l'intérieur presque 1 heure plus tard et j'ai enfin ouvert l'email. Il y avait des dizaines de pièces jointes, des horaires de fournisseurs, des calendriers mis à jour. Des soldes impayés. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant. L'organisatrice avait accidentellement envoyé l'email à toutes les personnes impliquées. Pas seulement Olivia, pas seulement moi, mais Ryan, Marc, le traiteur, la fleuriste, le photographe. Tout le monde. Une feuille de calcul a attiré mon attention. Tout en haut, il y avait un simple en-tête, client principal. En dessous, chaque fournisseur avait inscrit exactement le même nom, Claire Bennett. J'ai fixé l'écran, puis mon téléphone a vibré. Ryan, pas un message, un appel téléphonique. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Salut, Ryan. Sa voix semblait confuse. Claire. Oui. Je pense qu'il doit y avoir une sorte d'erreur. Quel genre d'erreur? Je viens de recevoir le résumé des paiements. Moi aussi. Il y a eu une longue pause. Puis il a posé la question que je me demandais quand quelqu'un finirait par poser. Pourquoi votre nom figure-t-il sur chaque contrat? J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine vers le jardin. Le vent avait commencé à faire tomber les feuilles jaunes du vieux chêne une par une. Silencieusement. Je pense, ai-je dit doucement, que c'est une conversation que tu devrais avoir avec Olivia. Silence. Alors Claire, je dois y aller. J'ai mis fin à l'appel. Pour la première fois depuis ce dîner horrible. Quelqu'un avait enfin commencé à poser les bonnes questions. Ryan n'a pas rappelé cet après-midi-là. Olivia non plus. Pendant environ 6 heures glorieuses, mon téléphone est resté complètement silencieux. J'ai préparé un pain aux bananes. Pas parce que quelqu'un me l'avait demandé. Juste parce que ma cuisine me semblait soudain à nouveau être la mienne.
Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant à mesurer de la farine quand votre vie semble déséquilibrée. La farine ne se dispute pas avec vous. Le beurre ne fait pas semblant de ne pas vous connaître. Si vous suivez la recette, elle vous rend généralement l'appareil. Vers 4:00, Marc est rentré à la maison beaucoup plus tôt que d'habitude. Au moment où j'ai entendu la porte du garage, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Il est entré dans la cuisine avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans depuis le petit déjeuner. Ryan m'a appelé. J'ai coupé des tranches de pain aux bananes. Est-il confus? J'imagine qu'il l'est. Marc a frotté ses 2 mains sur son visage. Il pense que l'organisatrice du mariage a fait une erreur. J'ai posé 2 tranches sur une assiette. Lui as-tu dit la vérité? Il a détourné le regard. Je lui ai dit que nous allions parler. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il a soupiré. Non. Je n'étais plus en colère. Déçu, oui. Mais la colère demande de l'énergie. La déception s'installe simplement dans vos os. Tu aurais dû, ai-je dit. Il ne comprendrait pas. J'ai failli rire. Marc, il a 33 ans, pas 3 ans. Il s'est appuyé contre le comptoir. J'essayais de protéger Olivia. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et qui me protégeait? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ce silence a répondu à ma question mieux que les mots ne pourraient jamais le faire. Le lendemain matin. J'ai conduit jusqu'à Indianapolis pour rendre un livre de bibliothèque que j'avais emprunté à la succursale du centre-ville. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. Ryan. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. Salut, Claire. Cela te dérangerait-il de me rencontrer? Pourquoi faire? Je ne pense pas que quelqu'un me dise toute l'histoire. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Pas de l'accusation, pas de la colère, juste une confusion sincère. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café près de Monument Circle. Il était déjà là quand je suis arrivé. Il s'est levé quand je suis entré, toujours poli, toujours respectueux. Cela a rendu ce qui a suivi encore plus difficile. Après que nous ayons commandé du café, il a fait glisser un dossier sur la table. J'ai rendu visite au fournisseur. J'ai regardé le dossier mais je n'y ai pas touché. La fleuriste, le photographe, le traiteur. Il a fait un petit sourire fatigué. Ils vous connaissent tous. J'ai hoché la tête. Il n'arrêtait pas de me remercier. Un autre hochement de tête. Claire. Il avait l'air sincèrement secoué. Je croyais que Marc payait pour ce mariage. Il le voulait, mais il ne l'a pas fait. Non. Ryan s'est adossé à sa chaise. Je ne comprends pas. Pendant un long moment, j'ai regardé les gens marcher dehors. Des employés de bureau portant des sandwichs. Un couple se tenant la main. Un père poussant une poussette tout en parlant dans une oreillette. Des gens ordinaires vivant des vies ordinaires. Je n'ai jamais eu l'intention que tu l'apprennes de cette façon. Alors dis-le-moi de la bonne façon. C'est ce que j'ai fait. Pas de manière dramatique, pas comme un discours, juste honnêtement. Je lui ai parlé de l'entreprise en difficulté de Marc, des acomptes impayés. De la couverture discrète des dépenses parce que j'aimais ma famille. Je n'ai pas utilisé une seule fois le mot sacrifice. Les gens qui parlent de leur sacrifice s'attendent généralement à des applaudissements. Ce n'était pas mon cas. Ryan a écouté sans interrompre. Quand j'ai terminé, il a chuchoté, elle ne me l'a jamais dit. Je sais. J'ai demandé à Olivia comment il pouvait soudainement tout se permettre. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que son père avait bien planifié. J'ai souri tristement. Ton futur beau-père est plein de choses merveilleuses. Mais riche n'en fait pas partie. Ryan a fixé son café. Je me sens mal. Tu n'as pas à l'être. Non. Il a secoué la tête. Si, vraiment. Cet après-midi-là, Ryan a confronté Olivia. Je n'y étais pas. J'ai appris ce qui s'était passé plus tard. Apparemment, il a posé une simple question.
Pourquoi Claire paie-t-elle pour notre mariage? Olivia n'a pas paniqué. Elle a levé les yeux au ciel. Parce qu'elle le voulait. Ryan a demandé. L'as-tu déjà remercié? Olivia a haussé les épaules. Elle aime aider. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un autre haussement d'épaules. Ryan m'a dit plus tard que cela le dérangeait plus que tout le reste. Pas l'argent, l'indifférence. 3 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Hélène. Je pensais que vous devriez savoir. Sa voix semblait presque pleine d'excuses. Nous avons une autre mariée. J'ai souri. Je me doutais que quelqu'un finirait par l'être. Elle est tombée amoureuse de la robe. J'ai fermé les yeux. Pendant une seconde, j'ai imaginé Olivia debout devant ce miroir, tournoyant, riant. Ayant l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Puis un autre souvenir l'a remplacée. Olivia, à 15 ans, atteinte d'une pneumonie. Marc était coincé pour la nuit sur une réparation commerciale d'urgence. J'ai passé 2 nuits à dormir dans un fauteuil inclinable d'hôpital à côté d'elle. Toutes les quelques heures, elle se réveillait en toussant. Je lui tendais de l'eau, lui frottais le dos. Lui racontais une autre blague terrible jusqu'à ce qu'elle sourit. Elle m'avait appelé Claire. Pas maman, pas belle maman, juste Claire. Et honnêtement, cela avait suffi à l'époque. Hélène a interrompu mes pensées. Claire, je suis là. Le contrat nous permet de libérer la robe. Je sais. Je voulais l'entendre de votre bouche. C'était ça. Le moment que je redoutais parce que malgré tout, j'aimais toujours la jeune femme qui m'avait humilié. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que l'amour ne disparaît pas sur commande. Je suis restée silencieuse pendant presque 1 minute entière. Puis j'ai dit, allez-y. Hélène n'a pas célébré, ne m'a pas félicité. Elle a simplement répondu, je m'en occupe. Le samedi matin est arrivé. Le dernier essayage d'Olivia. Vers midi, Linda a appelé. Je viens d'entendre quelque chose. Oh, la boutique de mariage. J'ai souri faiblement. Les nouvelles voyagent vite. Apparemment, Olivia a fait une crise complète. Ça me semble exact, a continué Linda. Une de mes voisines était là avec sa fille. Elles ont dit que tout le monde dans le magasin a arrêté ce qu'il faisait. Je pouvais presque l'imaginer. Olivia tempêtant dans la boutique. Où est ma robe? Hélène, calme comme toujours. La robe n'est plus disponible. Comment ça? L'achat n'a jamais été finalisé. Claire a fait ça. Puis, selon la voisine de Linda, Hélène a croisé les mains et a dit doucement, non. Olivia. Claire a simplement arrêté de payer pour un mariage auquel elle n'était pas invitée à assister. Le silence, le genre qui fait mal. Ce soir-là, Ryan a parcouru des mois de mai de mariage. La plupart des gens ne réalisent pas que les ordinateurs se souviennent de presque tout. Anciennes pièces jointes, dossiers partagés, brouillons archivés. La planification du mariage était devenue si compliquée qu'Olivia avait créé un dossier en ligne. Partagé des mois plus tôt. Ryan l'a ouvert pour chercher des contrats. Au lieu de cela, il a trouvé des captures d'écran, des discussions de groupe. Des conversations qu'Olivia avait oublié d'effacer. Un message d'une demoiselle d'honneur l'a fait arrêter de faire défiler. Penses-tu sérieusement que Claire va continuer à payer? Olivia avait répondu quelques secondes plus tard. Détends-toi. C'est en gros notre distributeur automatique de billets. Ryan l'a lu une fois. Puis une autre fois, puis une 3e fois. Plus tard, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas l'argent qui m'a brisé le cœur. C'est de réaliser qu'elle se moquait de votre gentillesse. Il a fermé l'ordinateur portable. A pris ses clés de voiture et a conduit directement jusqu'à l'appartement d'Olivia. Aucun d'eux ne savait que leur mariage n'aurait jamais lieu. Ryan ne m'a pas appelé après avoir quitté l'appartement d'Olivia. Il n'en avait pas besoin. Le silence m'en disait assez. Quand les gens voient enfin quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, ils ne savent généralement pas quoi dire. Ils se taisent simplement.
Je reconnaissais ce genre de silence. J'y avais vécu pendant des années. Lundi matin. J'arrosais les chrysanthèmes sur mon Porsche quand le camion de Marc s'est garé dans l'allée. Il partait d'habitude au travail avant le lever du soleil. Cette fois, il était à peine 8 heures. Il est descendu, l'air épuisé. Pouvons-nous parler? J'ai posé l'arrosoir. Nous avons parlé. Non, il a secoué la tête. Nous avons évité la vraie conversation. C'était au moins honnête. Nous nous sommes assis sur le porche avec 2 tasses de café entre nous. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, Marc a soupiré. Ryan est au courant. Je m'en doutais. Il est passé samedi soir. Et il m'a posé une question. Marc a dégluti difficilement. Est-ce que Claire a vraiment payé pour presque tout? Que lui as-tu répondu? Je lui ai dit oui. J'ai attendu. Il a demandé pourquoi et j'ai dit parce que je ne pouvais pas. Ses épaules se sont affaissées. Mon entreprise ne tient qu'à un fil depuis presque 1 an. Je l'ai regardé silencieusement. Tu aurais dû me faire suffisamment confiance pour me le dire. J'avais honte. Je sais. Et à chaque fois que tu payais une autre facture, sa voix s'est brisée. Il devenait plus difficile d'admettre à quel point les choses allaient mal. Cela, curieusement, je l'ai cru. L'orgueil a ruiné plus de mariages que l'argent ne l'a jamais fait. Mais ce n'est pas l'orgueil qui a détruit le nôtre. C'est le silence. Marc a fixé son café. Je n'arrêtais pas de penser que je réglerais tout avant que quiconque ne le découvre. Tu veux dire avant que je ne le découvre? Il a hoché la tête. Je n'ai jamais voulu que tu portes ça. Je lui ai fait un sourire triste. Tu m'as laissé tout porter. L'argent, la planification, les faux semblants, le chagrin d'amour. Tout en te convainquant que tu me protégeais. Aucun de nous n'a dit un autre mot. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être expliquées. Vers l'heure du déjeuner, Ryan a appelé. Claire, as-tu 1 minute? Bien sûr. Je voulais que tu l'entendes de moi avant tout le monde. Mon estomac s'est noué. J'annule le mariage. J'ai fermé les yeux, pas parce que j'étais heureuse. Mais parce que je me suis soudain sentie incroyablement triste. Es-tu sûr? J'aimerais ne pas l'être. Sa voix semblait fatiguée. J'ai passé les 2 derniers jours à espérer qu'il y avait une explication. Il n'y en avait pas. Il y en avait une. Il a ri une fois, un rire creux. Ce n'était tout simplement pas une explication avec laquelle je pouvais vivre. Je n'ai pas interrompu. J'ai demandé à Olivia pourquoi elle t'avait exclu. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, il a hésité. Que tu n'étais pas vraiment de la famille. Papa s'est marié avec elle quand j'étais déjà adulte. J'ai attendu. Puis j'ai demandé pourquoi elle avait accepté ton argent. Qu'a-t-elle dit? Ryan a laissé échapper un lent soupir. Parce qu'elle l'avait proposé. Le silence s'est installé entre nous. Finalement, il a chuchoté. J'ai réalisé qu'elle n'était pas gênée. Elle estimait que c'était indu. Plus tard cet après-midi-là, j'ai appris que Ryan avait posé une dernière question à Olivia. Pas sur la robe, pas sur l'argent, sur moi. Est-ce que Claire t'a déjà fait sentir que tu n'étais pas la bienvenue? Olivia a répondu immédiatement. Non. A-t-elle déjà essayé de remplacer ta maman? Non. A-t-elle déjà demandé quoi que ce soit en retour? Non. Ryan l'a regardé pendant plusieurs secondes, puis a dit doucement, donc? Tu as blessé la seule personne qui ne t'a jamais blessé. Selon la demoiselle d'honneur d'Olivia, elle est devenue furieuse. Elle a accusé Ryan de m'avoir choisi à sa place. Elle a insisté sur le fait que tout le monde réagissait de manière excessive. Ce n'est qu'un mariage. Ryan a répondu avec des mots qui finiraient par se propager dans les 2 familles. Non, c'est une question de caractère. Le dîner de répétition devait avoir lieu jeudi soir dans une salle privée de Matz Milleres. Taverne. Les réservations avaient été faites des mois plus tôt. La plupart des membres des 2 familles étaient déjà là quand Ryan est arrivé. Olivia portait une robe de cocktail blanche. Elle était magnifique,
complètement confiante. Certaine que le week-end se déroulerait exactement comme elle l'avait imaginé. Elle a souri quand Ryan est entré. Il n'a pas souri en retour. Mark m'a dit plus tard que toute la pièce a semblé différente au moment où Ryan est entré. Il n'était pas en colère. Il n'était pas ému. Il avait l'air paisible, ce qui est d'une certaine manière bien plus effrayant. Il a attendu que tout le monde ait fini de parler. Puis il s'est levé. J'aimerais l'attention de tout le monde. La pièce est devenue silencieuse. Ryan a regardé Olivia. J'ai passé la semaine dernière à apprendre des choses que j'aurais aimé savoir il y a des mois. Olivia a croisé les bras. Qu'est-ce que c'est? Il a continué calmement. J'ai rencontré la fleuriste, le traiteur, le photographe, l'organisatrice du mariage. Toutes les têtes se sont lentement tournées vers Olivia. Ryan a plongé la main dans sa veste. Il n'a pas sorti la bague de fiançailles. Il a sorti des copies de factures. Je croyais que mon futur beau-père avait payé pour ce mariage. Il a regardé vers Mark. J'avais tort. Puis il a regardé vers le reste de la famille, la personne qui a rendu ce mariage possible. Il a fait une pause. Claire était la seule personne qui n'était pas invitée à y assister. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Ryan a plié les papiers soigneusement. Je me suis posé une question. Si quelqu'un peut accepter des années de gentillesse, puis humilier publiquement la personne qui la prodigue, que se passera-t-il après notre mariage? Olivia s'est finalement levée. C'est ridicule. Non, a répondu Ryan. Il était temps. Elle a tendu la main vers son bras. Il a reculé très doucement, pas de manière dramatique, juste d'un pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui confond la générosité avec la faiblesse. Il a retiré la bague de fiançailles de son doigt, a marché jusqu'à la table. Et l'a posée à côté du verre d'eau d'Olivia. Pas de cris, pas d'accusations, pas d'insultes, seulement une dernière phrase. J'espère qu'un jour tu deviendras la femme que Claire croyait que tu étais déjà. Puis il est sorti. Personne ne l'a suivi. La pièce est restée complètement immobile. Mark m'a dit plus tard qu'il n'avait jamais connu un tel silence. Pas après des funérailles, pas après des échecs commerciaux. Pas même après la mort de sa première femme. Parce ce silence portait quelque chose de plus lourd que le deuil. Il portait la reconnaissance. Chaque personne dans cette pièce a soudainement compris ce qui s'était réellement passé. Il n'avait jamais été question d'une robe de mariée ou de 11 200 $ ou même d'une invitation. Il s'agissait de prendre l'amour de quelqu'un pendant des années tout en refusant de lui accorder la moindre mesure de respect. Plus tard dans la soirée, Mark est rentré à la maison. Il m'a trouvé en train de lire sur le porche arrière. Je pense que j'ai perdu ma fille aujourd'hui. J'ai fermé mon livre. Non, tu l'as perdu il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué. Il s'est assis à côté de moi. Pour la première fois de notre mariage, il a pleuré. Pas parce que Ryan avait rompu les fiançailles. Pas parce que le mariage s'était effondré. Mais parce qu'il a finalement réalisé que chaque fois qu'il avait choisi la conversation la plus facile, il avait discrètement abandonné la plus difficile, la plus importante. Et cette personne avait été moi. Le mariage devait avoir lieu ce samedi-là. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée à planter des bulbes de tulipes dans mon jardin. La vie a une drôle de façon d'insister pour que les saisons continuent de changer. Que votre cœur soit prêt ou non. Je me suis agenouillé dans la terre meuble de l'Indiana avec une paire de gants de jardinage qui avait connu des jours meilleurs. L'air sentait les feuilles humides et la terre fraîche. Quelque part au bout de la rue, une tondeuse à gazon bourdonnait. C'était le genre de samedi ordinaire dont j'avais presque oublié l'existence. Pas de plan de table, pas d'appel aux fournisseurs, pas d'urgence de dernière minute, juste moi. Pour la première fois depuis des mois, personne n'avait besoin que je les sauve. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou seul. Peut-être les deux. Vers 11h00, mon téléphone a vibré. Mark. J'ai laissé sonner. Puis la boîte vocale. 5 minutes plus tard, un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. Salut.
Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Puis-je passer? Tu as déjà une clé. Je ne pense pas que je devrais l'utiliser plus longtemps. Cette phrase m'a tout dit. Passe. Il est arrivé en portant une boîte en carton de pâtisserie de chez Lon's Bakery à Indianapolis. Mes beignets glacés préférés. Une offre de paix. Typique de Marc. Il n'avait jamais été très doué avec les mots. Nous nous sommes assis sur le patio pendant que le café infusait. Aucun de nous n'a touché aux beignets. J'ai parlé à Olivia. J'ai hoché la tête. Comment va-t-elle? En colère. Je ne suis pas surprise. Surtout contre moi. Cela a attiré mon attention. Pourquoi? Il a baissé les yeux sur ses mains. Elle a demandé pourquoi je ne t'avais pas arrêté. J'ai presque souri. Je n'ai rien fait à arrêter. Je sais, il a dégluti difficilement. Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? Que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais parlé il y a des mois. La brise faisait bruisser l'érable au-dessus de nous. Marc regardait le jardin. Je n'arrêtais pas de penser que maintenir la paix signifiait rester silencieux. Je l'ai regardé. Et maintenant je comprends enfin. Il a eu un petit rire triste. Le silence ne maintient pas la paix. Il protège celui qui est prêt à faire le plus de bruit. Je n'ai pas répondu parce qu'il avait raison. Et parce que j'avais passé des années à aider à créer ce silence moi-même. Chaque fois que j'avais ignoré un commentaire impoli. Chaque fois que j'avais réglé un autre problème sans dire à quel point je me sentais épuisé. Chaque fois que j'avais accepté moins que du respect parce que je ne voulais pas que quiconque soit mal à l'aise. Je n'avais pas causé le comportement d'Olivia, mais j'avais discrètement appris à tout le monde, y compris à moi-même, que mes sentiments pouvaient toujours attendre. 2 semaines plus tard, Marc m'a demandé si j'accepterais d'aller à une thérapie de couple. J'ai dit oui. Pas parce que je pensais que cela sauverait notre mariage, mais parce qu'après 8 ans ensemble, je croyais que nous nous devions une fin honnête. Le docteur Melissa Harding avait un bureau surplombant la rivière White. Elle écoutait bien plus qu'elle ne parlait. Lors de notre 3e séance, elle a posé une question simple à Marc. Quand Claire a quitté ce restaurant, pourquoi ne l'avez-vous pas suivi? Marc n'a pas répondu pendant près d'1 minute. Finalement, il a chuchoté, parce que je savais qu'Olivia avait tort. Le docteur Harding a attendu. Et j'avais peur que si je la défiais, sa voix s'est brisée. Je perdrais ma fille. La pièce est restée silencieuse. Puis je me suis entendu dire quelque chose que je n'avais jamais prévu de dire. Tu as perdu ta femme à la place. Il n'y avait plus de colère dans ma voix. Juste la vérité. Parfois, la vérité est la chose la plus douce dans la pièce. Parfois, c'est la plus lourde. Nous avons divorcé 4 mois plus tard. Pas de drame au tribunal. Pas de cris par-dessus les tables des avocats. Juste 2 personnes signant des papiers. Aucun de nous n'avait imaginé que nous les signerions un jour. À l'extérieur du palais de justice, Marc a demandé s'il pouvait me serrer dans ses bras. J'ai hoché la tête. Il m'a serré pendant quelques secondes. Je suis désolé. Je sais. Je t'ai vraiment aimé. Je le sais aussi. Le plus dur n'était pas de croire qu'il m'aimait. Le plus dur était d'accepter que l'amour en soi ne suffit pas. Pas s'il ne se transforme jamais en courage. Nous nous sommes souhaités bonne chance, puis avons marché vers des parkings séparés. J'ai pleuré tout le long du chemin du retour, non pas parce que je regrettais de partir, mais parce que je pleurais le mariage que je pensais que nous construisions. Il y a une différence. Je ne l'ai compris que bien plus tard. Ryan m'a écrit une lettre environ 1 mois après le divorce. Une vraie lettre manuscrite. Qui fait encore ça de nos jours? Apparemment, les gens honnêtes le font toujours. À l'intérieur, il y avait une seule page. Le dernier paragraphe disait, « Claire, je ne pense pas que je pourrai un jour rembourser votre gentillesse. Et je sais que ce n'est de toute façon pas ce que vous vouliez. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble l'intégrité silencieuse. Vous m'avez probablement sauvé de construire une vie sur des
Fondation qui ne pouvait pas tenir. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans mon livre de recettes préféré. Pas parce que j'avais l'intention de la lire tous les jours, mais parce que je voulais me souvenir que la gentillesse n'est pas gaspillée juste parce que la mauvaise personne refuse de l'apprécier. Parfois, elle atteint quelqu'un d'autre entièrement. L'hiver est arrivé. Puis le printemps. Un après-midi, Hélène a appelé. Occupé vendredi soir? Je ne pense pas. Ma boutique parraine un gala de charité chaque année. Pourquoi faire? Des veuves, des groupes de soutien au divorce, des femmes qui reconstruisent leur vie. J'ai souri. Vous aviez prévu cela, n'est-ce pas? Je gère une boutique de mariage depuis 30 ans. Elle a ri. J'ai appris que les mariages ne sont pas les seuls nouveaux départs qui valent la peine d'être célébrés. Alors, j'y suis allé. Pas dans une robe de créateur. Pas dans quelque chose qui ferait que les gens s'arrêteraient et me dévisageraient. Juste une robe bleu marine que je possédais depuis des années. Des chaussures confortables. De simples boucles d'oreilles en perles que David m'avait offertes pour les 20 ans de notre mariage. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'essayais d'impressionner personne. J'ai passé la majeure partie de la soirée à parler avec des femmes que je n'avais jamais rencontrées auparavant. L'une avait ouvert une boulangerie à 62 ans après le décès de son mari. Une autre était retournée à l'université à 58 ans. Une troisième avait pris ses premières vacances en solo parce que, selon ses mots, je me suis fatigué d'attendre quelqu'un d'autre pour vivre ma vie. Nous avons ri, partagé des histoires, comparé nos genoux douloureux et nos mijoteuses préférées. C'était le plus amusant que j'ai eu depuis des années. Alors que je partais, Hélène m'a prise dans ses bras. Vous savez quoi? Vous avez l'air différente. J'ai souri à pleines dents. Plus légère. Elle a ri. Exactement. Quelques semaines plus tard. Je me promenais dans le centre-ville de Carmel après avoir visité le marché des fermiers du samedi. J'ai acheté des fleurs fraîches. Pas parce que quelqu'un venait, pas parce que c'était un jour de fête. Simplement parce que les tulipes jaunes me faisaient sourire. Alors que je les ramenais à ma voiture, j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Je me suis arrêté un instant. La femme qui me regardait n'était pas plus jeune. Elle avait encore des fils d'argent dans les cheveux. Elle avait encore des rides de rire autour des yeux. David lui manquait encore parfois. Elle se sentait encore triste pour Marc. Mais elle avait aussi l'air paisible, enfin. Il m'a fallu 56 ans pour comprendre quelque chose que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt. L'amour ne devrait jamais exiger de vous que vous passiez une audition pour avoir une place dans la famille de quelqu'un. Et la générosité ne devrait jamais devenir le prix de l'appartenance. Le jour où j'ai arrêté de payer pour être accepté, j'ai enfin commencé à me respecter. Si vous avez déjà aimé des personnes qui prenaient votre gentillesse pour acquise, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Poser une limite ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Parfois, c'est la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et, à terme, pour tous les autres. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, j'aimerais vraiment en entendre parler dans les commentaires. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls est la première étape vers la guérison.